de ne pas faire tomber tout ça. Tout d'abord, bonjour. Je suis très heureux d'être là pour faire un petit peu le point avec vous sur l'évolution de la relation client et notamment pour discuter de l'impact qu'a et qu'aura le digital sur l'évolution de cette relation client. On va discuter de deux thématiques qui sont dans la droite ligne de ce qui a été abordé jusqu'ici, à savoir d'abord en quoi est-ce que la relation client est impactée par le marketing digital, en quoi ça va vous servir à améliorer votre relation client, et puis ensuite essayer de réfléchir un petit peu sur l'évolution de cette relation client, sachant qu'on est face à des technologies qui ont démarré il y a une vingtaine d'années, en tout cas qui sont répandues dans le grand public il y a une vingtaine d'années, et puis qui ont connu des inflexions importantes, notamment avec ça, c'est-à-dire l'arrivée d'un appareil qui fait que vous avez quelque part votre fournisseur, vos fournisseurs, mais aussi vos clients dans votre poche, et ça a eu un impact très très fort sur le comportement des consommateurs et bien entendu sur la façon d'envisager la relation avec eux. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ça, si ça veut bien apparaître. Ah oui, parce que là, forcément, ça ne marche pas, il y a des blagues à la place. L'obsession client. L'obsession client, c'est en fait le premier principe de leadership d'Amazon. Amazon, on en a parlé tout à l'heure, et à juste titre, puisque depuis quasiment le début, c'est une entreprise qui est un des leaders du commerce électronique, un des pionniers de beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui presque banalisés en marketing digital. Vous l'avez connu pour certains d'entre vous à l'époque où c'était encore un vendeur de livres. Aujourd'hui, c'est devenu un conglomérat qui va de la technologie à la logistique en passant par toute une kyrielle de produits. Et depuis le début, leur mantra, si j'ose dire, c'est l'obsession client. Et tous les ans, dans la lettre aux actionnaires, vous avez Jeff Bezos qui rappelle cette obsession client. Alors, on peut se dire, bon, ok, mais en termes de résultats, vous le savez comme moi, vous avez vu les actualités pendant l'été. On a une société qui a franchi la valorisation boursière de 1000 milliards de dollars. Elle est juste un peu en dessous ces temps-ci. Ils ne sont que quelques-uns à être avec des valorisations aussi stratosphériques. C'est tellement irréaliste qu'on a un petit peu de mal à voir ce que ça peut représenter. Mais ça montre bien que ça donne des résultats, ça permet d'obtenir un certain succès. Alors, petit disclaimer, oui, je suis client d'Amazon depuis longtemps, j'ai pu voir un petit peu l'évolution et j'imagine que vous êtes nombreux aussi dans cette salle. On va voir maintenant une petite vidéo qui est un des exemples, mais un exemple quasiment infime de la façon dont Amazon envisage la relation client sous l'angle de ce qu'on va appeler l'expérience client. C'est-à-dire comment ils sont capables de se mettre à la place de leurs consommateurs, quels qu'ils soient, de comprendre leurs problématiques, leurs besoins et d'offrir des solutions qui leur permettent d'acheter plus efficacement, ici dans le cadre d'une relation entre des parents et des adolescents. Ceux d'entre vous qui ont des enfants à la maison comprendront, je pense, assez vite ce dont il s'agit. Alors, on m'a dit que si je cliquais, ça démarrait. On va s'arrêter là, vous avez compris. On a une société qui a décortiqué les processus d'achat de ses clients, qui a compris qu'il y avait un potentiel d'affaires à ce niveau-là et qui a autorisé ses clients à lier ses comptes. C'est-à-dire que vous avez des comptes parents, des comptes enfants qui sont liés, la possibilité pour les enfants de faire des demandes d'achat aux parents. Transposer ça dans le B2B, c'est la même chose. Vous avez en B2B des processus d'achat dans lesquels en général on a plusieurs décideurs, plusieurs parties prenantes. On peut avoir ce genre de logique, c'est-à-dire fluidifier l'expérience
client jusqu'à l'extrême, avec ici une délégation de la responsabilité de la prise de commande et de la validation qui se fait, vous l'avez vu, avec des systèmes de chat. On revient sur l'interaction client avec WhatsApp qu'évoquait tout à l'heure Blaise Roulet. Alors, qu'est-ce qu'on fait finalement ces entreprises? La première chose, et c'est ce que vous faites tous probablement, et depuis des années, vous assistez à des conférences, vous recevez des fournisseurs et autres pour mettre en place tout ça, vous avez ces dernières années développé votre écosystème digital. Cet écosystème digital, c'est un ensemble d'outils de présence, depuis le site web, les applications mobiles, les newsletters, les présences sur les réseaux sociaux, peut-être le site e-commerce et autres. Tous ces éléments sont là pour répondre aux attentes des clients sur toute la chaîne. Depuis la notoriété, en amont, si vous voulez, du processus de décision d'achat, vous devez faire connaître votre marque, vos produits, jusqu'à la conclusion de l'acte d'achat, en passant par l'information du client, sa décision, et puis évidemment en allant au-delà jusqu'au service après-vente, qui est un élément très important dans cette offre de service. Cette offre de service, on va l'analyser en décortiquant les processus d'achat et puis plus globalement en regardant la relation client, ce qu'on va appeler le cycle relationnel. Vous voyez, avec Amazon, je suis client depuis des années, plus d'une vingtaine d'années. On va analyser cette relation d'achat en achat à travers des questions qui portent sur la fidélisation, la rétention des clients. Ces clients, on va les servir d'une façon qu'on va décrire comme étant omnicanal, c'est-à-dire qu'on va les servir à la fois par les canaux traditionnels, physiques, les points de vente par exemple, et on va les servir par les canaux virtuels, avec pas mal de questions, pas mal de défis qui sont liés à ces comportements dits omnicanaux, c'est-à-dire des clients qui sautent d'un canal à l'autre, qui passent dans le réel, puis dans le virtuel, et puis qui y reviennent, avec toutes sortes d'impacts sur l'offre que les entreprises vont développer. Pour faire ça, il ne faut pas se le cacher, et Blaise l'a rappelé, il va falloir mettre en place la culture, il a insisté dessus, mais aussi les outils et les process de façon à ce que ça soit possible. Des outils qui vont sous-tendre l'infrastructure, si vous voulez, de service aux clients, que ça soit un outil de CRM, que ça soit un site e-commerce, que ça soit peut-être un logiciel de newsletter ou d'autres technologies plus avancées encore, puisque tout à l'heure on parlera d'intelligence artificielle. Alors tout ça, il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas si facile. Il y a un certain nombre de défis par rapport à la mise en œuvre. Je ne vais pas les couvrir en détail et on pourrait parler longuement de certaines difficultés, certains défis liés à la mise en place de ces projets digitaux. Mais globalement, on peut en résumer quand même quelques-uns. Le premier, c'est que les attentes de vos clients, elles sont étalonnées par les leaders du digital. C'est-à-dire que vos clients, ils attendent des services aussi simples à utiliser, aussi performants que ceux que leur offrent Google, Amazon, Uber, Facebook, etc. Ça met une pression sur le service client qui est absolument gigantesque parce que la barre est fixée très très haut. Deuxième élément, vous allez devoir utiliser des outils. C'est-à-dire que derrière tout ce mouvement de changement de la relation client, ce qui se cache en fait, c'est toute l'informatisation, l'industrialisation de la fonction marketing et communication. Pendant des années, ça a été un peu le village gaulois par rapport à l'informatique. Le marketing, la com, ils détestaient l'informatique. À la limite, ils voulaient bien utiliser Photoshop et puis un peu d'outils bureautiques, mais c'était à peu près tout. Aujourd'hui, on a des outils qui sont vraiment des logiciels très sophistiqués pour gérer tout cet écosystème digital. Salesforce fait partie des leaders du domaine, il y en a d'autres. On peut citer Adobe, on peut citer SAP, Microsoft et autres qui sont présents sur ces marchés. Après, ce qu'ils vous diront peut-être pas, c'est que leurs outils, pour certains d'entre eux, ils les ont rachetés. Et donc, l'intégration entre les différentes briques logicielles de leurs solutions, elle n'est pas toujours aussi idéale qu'on veut bien l'espérer. Et donc, il y a encore pas mal de travail. Et on est contraint d'utiliser des outils qui, il faut bien le reconnaître, ne sont pas complètement mûrs. D'abord parce qu'ils ont été développés récemment. Puis ensuite parce qu'ils sont en train de se développer sur un terrain qui est mouvant. On voit apparaître des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles interfaces et autres. Et donc, il faut digérer tout ça. On court un petit peu, si vous voulez, après cette évolution de la technologie. Alors après, j'ai une mauvaise surprise pour vous peut-être, c'est que ça coûte tout ça. Pendant longtemps, et c'est encore présent aujourd'hui, on a assisté à une espèce d'incompréhension.
C'est-à-dire que pour le commun des mortels, quand j'utilise Google, c'est gratuit. En tout cas, ça a l'apparence de la gratuité. Et donc, on a du mal à imaginer que offrir des services sur Internet, ça va coûter quelque chose. On confond, si vous voulez, la gratuité de la consommation de services avec la gratuité de l'offre de services. Et malheureusement, offrir des services sur Internet, c'est loin d'être gratuit. Alors, bien sûr, vous trouverez toujours des exemples de... je repense à une PME qui fait de la publicité à dose très homéopathique en utilisant le programme de Google et avec quelques centaines de francs, remplit son carnet de commandes. Très bien, c'est possible. Néanmoins, si vous voulez réellement développer votre entreprise avec ce genre d'approche, si vous voulez régater et connaître une croissance importante, il faut être clair, ça va coûter de l'argent, ça va demander de l'investissement. Et c'est notamment un des challenges pour toutes les entreprises aujourd'hui qui se lancent vraiment dans le commerce électronique. Une plateforme de commerce électronique, c'est pas gratuit. Développer la logistique, les équipes, le service après-vente, ça demande quand même des investissements sérieux. Point suivant, j'insiste pas, c'est le focus de la journée, soigner l'expérience client avec, je le répète, un niveau d'attente qui est très élevé. Et puis, rester un petit peu lucide par rapport aux promesses du marketing digital. J'ai la chance d'avoir une casquette académique, donc je vais pouvoir vous dire des choses que mes collègues qui sont dans le monde des affaires ont peut-être un peu plus de mal à vous dire, compte tenu de leurs affiliations diverses et variées. Je vous rassure, j'ai connu aussi le monde des affaires. Mais je vais endosser quelques minutes un petit peu la casquette du bad guy. Vous savez, essayer d'avoir un petit peu de distance, un petit peu de regard critique sur ce qui est en train de se passer. Alors la problématique qu'on a, c'est que depuis quelque temps, on voit apparaître des signaux. Certains diront qu'il s'agit de signaux faibles. En réalité, ils ne sont pas si faibles que ça et ils doivent susciter une réflexion par rapport à l'avenir de ce marketing digital. Je vous donne quelques exemples. Premier exemple de signaux, des signaux qui émanent des clients eux-mêmes. Vous suivez les médias, vous avez vu encore hier la publication d'une étude sur les taux d'utilisation de Facebook en Suisse, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu ailleurs. Depuis l'affaire Cambridge Analytica, mais pas que, depuis un certain nombre de mois, d'années, on voit apparaître des mouvements orientés vers la déconnexion, ce qu'on appelle le digital detox. On n'en peut plus. Il y a une espèce de surmenage digital et les gens disent stop. Alors ça prend différentes formes. Les uns veulent quitter les réseaux sociaux, les autres veulent débrancher leur portable, les troisièmes, c'est carrément le Wi-Fi face auquel ils sont allergiques. On a des problématiques liées à l'empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle, des difficultés d'équilibre et autres. Vous avez des dizaines d'exemples qui vont dans ce sens-là. Les clients réagissent aussi par leur choix. C'est-à-dire que certains d'entre eux se tournent vers des plateformes qui ont des principes de fonctionnement qui sont un peu différents, par exemple, qui vont un peu moins les pister ou collecter des données sur leur dos. Deuxième élément, et pas des moindres, des signaux qui viennent du business. Et pas n'importe qui, les annonceurs. Si on pense à la publicité sur Internet, vous avez eu un séisme il y a environ, maintenant ça fera presque 2 ans à la rentrée, avec le responsable marketing de Procter & Gamble, qui est le premier annonceur publicitaire aux États-Unis, qui a tapé du poing sur la table en disant mesdames et messieurs, la fête est finie, il va falloir mettre de l'ordre dans la publicité digitale. On n'en peut plus de mettre des montants colossaux dans la publicité digitale et de s'apercevoir que derrière, ces montants finissent en fraude, en trafic qui n'est pas un trafic vu par des humains, en problème de sécurité par rapport à nos marques parce que nos publicités apparaissent sur des vidéos qui font la promotion d'Al-Qaïda, et j'en passe et des meilleurs. Donc, une demande très forte des annonceurs de faire le ménage dans le monde de la publicité digitale. Soit dit en passant, ça fait presque 2 ans, il y a eu quelques évolutions, mais globalement, les problèmes sont loin d'être réglés. On a des signaux aussi du côté du régulateur. Le régulateur se pose des questions et pour cause. Si vous regardez ce qui s'est passé avec Cambridge Analytica, on a quand même eu un problème grave avec tout d'un coup l'émergence dans le grand public, une prise de conscience de différents phénomènes qui étaient liés à la collecte de données, au tracking, au ciblage des messages publicitaires. Tout ça est venu sur le devant de la scène. Mais même avant ça, puisque si vous regardez le règlement général sur la protection des données au niveau européen, il a été adopté il y a plusieurs
plus de 2 ans. Il est rentré en vigueur au mois de mai de cette année, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, mais c'est quand même une réflexion qui est ancienne. Et donc ça fait longtemps qu'on réfléchit à ces problématiques liées à la collecte massive de données et aux problèmes qui peuvent être liés à cette collecte de données. Et puis le chantier, il n'est pas fini. Il faut savoir que dans les tuyaux, il y a un deuxième règlement qui est celui qui porte le doux nom de e-privacy. Je vous laisse imaginer ce qu'il peut y avoir derrière. Il a été bloqué parce que voilà, certains pensaient qu'il allait un petit peu trop loin. Donc on ne sait pas quand il va ressortir des cartons à Bruxelles, mais enfin c'est en discussion. En Suisse, la loi sur la protection des données va être révisée. Et puis pas plus tard qu'hier, à Strasbourg, on a adopté une directive sur le droit d'auteur. Alors il faudra un peu de temps parce que c'est une directive et pas un règlement, donc il va falloir qu'elle soit transcrite dans les lois nationales. Mais ça va dans le sens de faire bouger un certain nombre de lignes par rapport à l'environnement digital. Des signaux, j'ai presque envie de dire un peu contraints et forcés, viennent aussi des plateformes elles-mêmes. Vous avez suivi sans doute les mouvements notamment de Facebook, qui a été très controversé. Facebook qui, depuis quelques semaines, est en train de déployer un service, une fonction dans la plateforme Facebook, et d'ailleurs aussi sur Instagram, qui vous permettra de savoir combien de temps vous passez, j'ai failli dire combien de temps vous perdez, sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire une fonction qui va être là pour permettre aux utilisateurs d'autoréguler leur consommation et peut-être de la diminuer. C'est quand même paradoxal de voir un géant du digital qui fait ça. Il dit non, mais là vous utilisez trop ma plateforme, je vais vous aider à venir moins chez moi, à passer plus de temps ailleurs. C'est bien qu'ils ont conscience qu'on atteint un certain nombre de limites, avec certains diront peut-être un peu de cynisme, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne le font pas, ils risquent d'être régulés. Mais quand même, ce n'est pas neutre de voir ces évolutions. Alors la problématique qu'on a, c'est qu'on se demande maintenant si on n'aurait pas, je dirais, pressé un petit peu trop le citron, avec des limites qu'on atteint. Comme on pourrait dire chez nous, on se demande jusqu'où ne pas aller trop loin en matière de marketing digital. Alors on atteint des limites qui, à l'époque, semblaient inatteignables. Une première limite, c'est la limite du temps de cerveau disponible. Vous vous souvenez de cette fameuse phrase du directeur de l'époque de TF1 qui avait fait bondir pas mal de monde. Il disait, voilà, moi ce que je fais, c'est que je vends à Coca-Cola du temps de cerveau disponible des téléspectateurs. Bon, au moins c'était clair sur le business model et sur la façon dont on voyait la relation client. On a la même chose qui se produit sur la plupart des grandes plateformes, avec une guerre de l'attention, une bataille pour capter l'attention, pour la garder, qui est d'une violence inouïe. Et elle est tellement violente qu'on a fini par atteindre les limites de ce que le cerveau humain peut supporter. Quand vous consultez 150 fois par jour votre portable, quand c'est le premier objet que vous touchez le matin et le dernier que vous allez toucher le soir, quand vous ne pouvez plus vous en passer sous peine d'être pris de crise de nomophobie, vous savez, le no mobile phobia, c'est une pathologie qui est décrite par les psychiatres, vous êtes confronté à quelque chose où vraiment on atteint des limites. Et aujourd'hui, ces limites, elles ont pour conséquence d'aller vers ces réactions dont je parlais précédemment par rapport à l'utilisation de ces différents outils. J'imagine que vous aurez les slides à disposition. J'ai mis des liens qui sont cliquables, notamment sur le lien pour ce Center for Human Technology, qui propose un certain nombre de recommandations pour vous aider à vous désintoxiquer si jamais vous vous sentez harcelé par les outils qui sont dans votre poche. Alors on a d'autres questions qui sont fondamentales en marketing. On a parlé relation client, au cœur de la relation client, il y a l'acte d'achat. L'acte d'achat qui généralement nous fait vivre, sauf qu'on a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à la liberté d'action du client, c'est-à-dire la dimension manipulatoire de la publicité qu'on connaît depuis les origines de la publicité, mais qui là a pris des proportions dramatiques. Peut-être que, comme moi, je le confesse, vous avez parfois été amené à rajouter dans votre panier un produit lors d'une visite sur un site e-commerce, alors que ce produit ne faisait pas partie du tout de vos intentions. Mais la machine qui a analysé votre parcours, qui l'a croisé avec des milliers d'autres parcours, qui a connu peut-être tout votre historique, vous a mis sous le nez une proposition qui était véritablement irrésistible. Et donc vous l'avez ajouté dans le panier, vous êtes passé à l'acte d'achat sous une forme qui est souvent extrêmement transparente, avec un achat qui se fait, comme dit Amazon, en un clic. Effectivement, c'est presque indolore, sauf qu'au final, on va bien débiter votre carte de crédit, je vous rassure. On est face à des choses où on a rendu cette relation commerciale tellement
liquide, tellement fluide, qu'on aboutit à des absurdités où Amazon est obligé d'offrir des services à ses consommateurs pour qu'ils puissent revendre les produits qu'ils ont achetés. C'est une façon de leur restituer du pouvoir d'achat en disant oui, ok, on sait que vous avez acheté tout ça chez nous, vous ne savez pas quoi en faire, bah, revendez-le grâce à nous, on prendra une petite marge au passage, mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà les questions qui se posent. Et parmi ces questions, on a des questions qui concernent tous ces algorithmes de recommandation, de tracking, dont on ne sait clairement pas comment ils marchent, ils ne sont pas transparents pour les utilisateurs, et même pour le régulateur, ils sont loin d'être transparents. Donc on a une problématique vraiment profonde par rapport à ces éléments-là, et cette problématique, elle ne fait que commencer. Parce qu'aujourd'hui, on voit arriver des technologies nouvelles d'intelligence artificielle qui nous laissent penser qu'on va aller vers des recommandations encore plus fines, donc encore plus irrésistibles. Après, il y a des thématiques qui sont un peu tabous, les cyber-risques. C'est bien beau de collecter des données sur les clients, mais à un moment, il faudra les protéger. Quasiment tous les jours, toutes les semaines, on fait face à des problématiques. J'en ai pris une comme exemple il y a quelques jours. C'était British Airways qui s'est fait hacker les données de carte de crédit d'à peu près 400 000 clients. Bon, c'est une broutille, mais enfin, c'est des choses qu'on va voir de plus en plus. Donc, quand vous mettez en place ce genre de choses, il faut sécuriser la relation client. Alors derrière ça, vous avez aussi des menaces sur la sphère privée, avec cette surveillance généralisée, et puis des problématiques qui sont liées à des éléments bien plus généraux, bien plus fondamentaux, qui touchent à l'essence même de nos démocraties. C'est une des choses qu'a révélé l'affaire Cambridge Analytica, c'est qu'on a détourné des technologies marketing pour influencer l'opinion, pour toucher, si vous voulez, le cœur de la démocratie. Alors, qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, pro-Trump ou anti-Trump, pro-Brexit ou anti-Brexit, chacun va avoir les arguments qui l'intéressent, mais globalement, c'est ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler. On ne reviendra pas en arrière, c'est avéré maintenant. Il va falloir en tenir compte. Alors avec un paradoxe quand même, c'est que le client, il aime bien tout ça. Ça lui fait plaisir, on le caresse dans le sens du poil, on lui donne de la dopamine à longueur de temps. Donc le client, d'une certaine façon, il est content. Et puis, la publicité, elle a aussi un aspect positif. La personnalisation, ça a aussi du bon. Les services que vous avez sur Amazon, et je suis le premier à le reconnaître, ils sont satisfaisants. Et c'est bien une partie du problème, c'est comment on va faire la part des choses entre ce qui nous plaît et ce qu'il faut garder, et puis d'autres choses qui sont un peu le revers de la médaille. Là, vous avez un exemple avec des gens qui veulent renoncer au ciblage, et puis qui d'un coup trouve que l'Internet est moins bien parce que justement il est moins personnalisé. Alors, la grande question face à laquelle on va être, et là j'ai un petit problème de slide parce que normalement c'est censé être sur fond noir, mais bon, c'est pas grave, c'est comment allons-nous passer d'un marketing qui aujourd'hui est au service des affaires, et le monde des affaires, il a deux objectifs, c'est la croissance et la performance. Et on va devoir probablement changer de préoccupation pour aller vers un marketing digital, une relation client qui soit plus orientée vers des notions de durabilité, des notions de responsabilité. Alors, j'ai quand même un petit disclaimer à faire, et ça sera mon mot de conclusion, c'est que, il y a quelques jours, je passais dans une librairie, oui, ça m'arrive encore, j'étais avec ma fille, et puis je tombe sur ce petit livre de Ziegler, que vous connaissez tous, un agitateur, si on peut dire, Ziegler, avec le capitalisme expliqué à ma petite fille. Alors, je me dis, tiens, ma fille de 10 ans, là, je vais peut-être pouvoir lui dire ça, puis j'apprendrai des choses au passage, en l'occurrence, oui, je vous le recommande, on apprend beaucoup de choses au passage. La seule chose, c'est que pour l'instant, et là aussi, disclaimer, j'ai pas encore lu le dernier chapitre, parce qu'on le lit au fur et à mesure ensemble, le digital n'est pas tellement présent. Et il y aurait de quoi rajouter un énorme chapitre pour voir à quel point l'outil, l'infrastructure digitale, les géants du digital jouent un rôle majeur dans cette explosion capitalistique et dans la mise en place d'un système qui n'a pas que des effets positifs. Je vous rappelle que si la planète consommait comme nous, il en faudrait 3 à peu près pour subvenir à notre futur. Et donc, on va devoir se poser ces questions, même si elles ne sont pas faciles, et le marketing digital fera partie de l'équation. Merci beaucoup pour votre attention. Restez avec moi juste une seconde. Il y a quand même un enjeu, puisqu'on parle à des entrepreneurs, avec, vous preniez l'exemple de votre fille, du livre que vous lisez en ce moment, entre l'enjeu pour une entreprise, qui a priori cherche quand même une croissance et puis une durabilité dans le temps, et puis l'enjeu un peu plus personnel, un peu peut-être, le mot est grossier, éthique.
Oui. Non, je crois qu'il faut oser le mot éthique. Et nous autres, on est tous à la fois en entreprise ou dans le domaine public ou autre, avec des impératifs, effectivement, de performance, d'économie, de croissance, et puis une planète qui a atteint ses limites. Alors aujourd'hui, toutes les théories sur la décroissance, sur l'atterrissage en douceur, sur qu'est-ce que pourrait être une économie à croissance zéro, elles sont un peu tabous. Et y compris dans le marketing digital. Tout le dogme du marketing digital est centré sur la croissance, sur vendre plus. Sauf que là, le digital montre qu'on atteint les limites du consommateur. Son cerveau disponible, son portefeuille et ses capacités d'achat, son libre arbitre, sa liberté de choix démocratique, donc des choses qui sont fondamentales. Et je pense qu'il faudra qu'on s'attache à réfléchir à ces questions. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Arnaud Dufour. Qui d'entre vous est venu ici à la Marive en utilisant les transports publics? N'ayez pas peur. Très bien. Qui d'entre vous a consulté une application pour gérer, pour voir quel trafic serait sur votre route ce matin? Eh bien, si on parle de trafic, si on parle de données, sur scène, dans un instant, une Bretonne d'origine. Ça n'a rien à voir avec le trafic, le fait qu'elle soit bretonne, rassurez-vous. Elle habite entre Zurich et Zug, travaille à Berne, coordonne un consortium en Valais et a dirigé une société active dans l'éolien ici, dans le canton de Vaud. Elle fait partie, l'annonce a été faite ce matin, des 4 millions de pendulaires suisses. Elle est donc une adepte, en l'occurrence, puisqu'elle me l'expliquait, de l'abonnement général. Son profil, il est académique, elle est aussi entrepreneur, elle a créé une start-up qu'elle a ensuite vendue. Elle est aujourd'hui responsable du Mobility Lab, j'imagine que vous avez déjà entendu parler de ça, c'est une plateforme d'innovation ouverte de la Poste dans le secteur de la mobilité. Et puis sa mission du jour, c'est de tenter de nous faire comprendre en quoi les données de mobilité client ne sont pas uniquement une fonction systémique, peuvent avoir une fonction systémique et non pas uniquement marketing. Mesdames et messieurs, voici Dr Anne-Claire Pliska.